Le débat africain. Alain Foucault. Son nom continue de faire peur au plus grand nombre de personnes sur le continent qui ne comprennent pas toujours de quoi il s'agit. Et pourtant, de plus en plus de jeunes se passionnent pour cette activité qui, selon les experts, a son avenir en Afrique. Des centres se multiplient dans différentes régions du continent et des rencontres dédiées se multiplient également, avec le souci constant de ne pas prendre de retard cette fois-ci. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Que peut-elle concrètement changer, améliorer dans la vie des Africains? Dans quel domaine? Pourquoi les grandes firmes du GAFA installent-elles des centres de recherche sur le continent? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'intelligence artificielle en Afrique. Avec sur ce plateau des professionnels, des acteurs de premier plan. D'abord, Fatim Cissé, qui est experte en intelligence artificielle. Elle est formée à l'Université de la Singularité à la NASA. Elle est aussi administrateur général de Dux, une société spécialisée dans la commercialisation des applications d'intelligence artificielle. Bonjour Fatim Cissé. Bonjour. Second invité de ce plateau, Moustapha Cissé, également. On n'a que des Cissé ce matin. Le directeur de Google Artificial Intelligence Research, le premier centre de recherche sur l'intelligence artificielle en Afrique, installé au Ghana. Il est également le fondateur directeur du programme Master en machine intelligente au Rwanda. Bonjour Moustapha Cissé. Bonjour. Notre troisième invité, et pas des moindres, également sur ce plateau, qui est dans ce studio 51 de RFI à Issy-les-Moulineaux, est Thierry Zoumaon, le PDG de l'Institut panafricain des sciences mathématiques. Il est également le fondateur et président du Next Einstein Forum, qui est certainement l'un des réseaux les plus étendus sur le continent, dont le forum se tient d'ailleurs en mars prochain à Nairobi, au Kenya. Rendez-vous très couru de professionnels et des officiels. Thierry Zoumaon est aussi le fondateur de Kifra Prize, dont on parlera un peu plus tard dans cette émission. Bonjour Thierry Zoumaon. Bonjour Monsieur Foucault. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci. Alors voilà pour notre plateau. Lorsque l'on parle d'intelligence artificielle avec les professionnels, au bout de quelques phrases, on décroche. Pourtant, c'est si important et présent dans notre vie. Alors je vous prie de nous expliquer, en français facile s'il vous plaît, ce qu'est l'intelligence artificielle, Thierry Zoumaon. C'est quoi l'intelligence artificielle? Très concrètement. Mais très concrètement, Alain, l'intelligence artificielle, certains pensent que c'est un robot, c'est quelque chose qui se cache quelque part. En fait, c'est juste un système ou des systèmes informatiques puissants capables de brasser une quantité massive de données pour vous permettre de détecter des tendances et de faire des prévisions. Des données qui prendraient peut-être toute une armada, toute une armée d'individus et de staff pour le faire. Exemple concret, quand vous êtes une multinationale comme Johnson & Johnson et que pour 25 000 postes publiés, vous recevez 1,5 million de candidatures, combien de personnes, ressources humaines, vous allez employer pour le faire? L'intelligence artificielle peut vous aider. Quand vous êtes la banque commerciale chinoise qui recevait 15 millions de demandes et de requêtes par jour, combien de personnes en ressources humaines vous allez utiliser? Et donc, l'intelligence artificielle peut vous permettre de le faire. Alors là, vous avez pris les plus gros, parce que là, nous, on est plus bas, beaucoup plus bas. Je suis ivoirien ou togolais ou malien à Bamako ou à Ségou ou à Bouaké. Et là, je me tourne vers la femme Fatim Cissé. J'écoute intelligence artificielle et je me dis ça ne me concerne pas. En quoi ça concernerait quelqu'un qui est à Banfora, par exemple, au Burkina Faso? Ça me concerne à plusieurs titres, dans la mesure où l'intelligence artificielle aujourd'hui est présente dans tous les secteurs et tous les domaines. Elle peut permettre une amélioration significative de son quotidien, par exemple en passant par tout ce qui est application pour la santé, application pour l'éducation, et surtout quand on se projette sur le futur et qu'on sait que cette intelligence artificielle ne va arrêter de prendre une place de plus en plus importante dans le quotidien de toutes les populations dans le monde. Cette personne de Banfora, si elle aspire à s'intégrer dans ce marché du travail-là à plus ou moins moyen ou court terme, doit s'intéresser à ça et voir dans quelle mesure ses compétences pourront être utilisées ou obsolètes dans un futur proche. Alors, je vais encore descendre plus bas. Moustapha Cissé, vous êtes au Ghana. Quelqu'un habite dans votre quartier, il vous voit partir au travail tous les jours, il se dit il travaille dans l'intelligence artificielle. Vous voyez sa vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans sa vie? Quels sont les projets qui, d'un coup comme ça, vont faire que ce monsieur se dise ah oui, je suis concerné, c'est très important, c'est utile pour moi? Alors, les gens sont concernés déjà, qu'ils le savent ou pas. Moi, je préfère généralement parler d'intelligence machine au lieu d'intelligence artificielle.
Parce qu'il me semble que c'est le terme artificiel Qui fait peur. qui effraie ou qui dérange souvent. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Les avions volent, mais on ne parle pas de vol artificiel. Donc, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement la science qui consiste à développer des algorithmes, donc des procédés, qui permettent aux machines d'apprendre à partir d'expériences à effectuer des tâches que nous, êtres humains, nous considérons comme être des tâches qui nécessitent de l'intelligence. Dans la vie de tous les jours, par exemple, un voisin dans mon quartier utilise tous les jours de l'intelligence artificielle. Lorsque mon voisin, par exemple, a besoin d'informations sur un sujet précis et se rend sur un moteur de recherche sur Internet tel que Google et qu'il tape quelques mots et que ce moteur de recherche lui amène exactement ce que ce voisin ou cette voisine cherche parmi la masse d'informations qui se trouve sur Internet, ce sont des algorithmes intelligents qui ont analysé toute cette information et qui ont trouvé exactement ce que cette personne cherche. Alors les applications, au-delà de tout ça, je pense qu'on aura le temps de discuter de tout ça, mais les applications existent dans la santé, dans l'agriculture et dans plusieurs domaines. Alors là, on a cité quelques exemples qui peuvent amener les gens à comprendre que ça les concerne tous les jours. Par exemple, quand vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez un mot-clé qui vous propose des choses, qui vous apporte des réponses. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Vous appelez ça l'intelligence machine, c'est ça? Je préfère parler d'intelligence machine. Oui, intelligence machine. C'est la même chose alors. C'est souvent, c'est ça. C'est ce que dit Moustapha Cissé, c'est ça. Les gens utilisent le terme de façon interchangeable. Intelligence artificielle, intelligence machine, apprentissage machine. Il faut dire, c'est vrai, le mot artificiel, ça fait peur. Et pourtant, notre environnement est truffé d'intelligence machine. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, la prise en charge, l'industrie pharmaceutique. Et quand vous prenez Safari comme par exemple en 2017 qui a lancé les Little Cabs, c'est l'intelligence artificielle qui est à la base. Et en une année, ils ont enregistré 90 000 comptes de clientèle compte client pour les Little Cabs. Ils ont recruté 2300 chauffeurs. Les Little Cabs, c'est les taxis. Les taxis, c'est ça, un peu style Uber. Donc voilà un peu le niveau pratique auquel on descend. Et cette intelligence machine ou artificielle est en train de se développer à une vitesse exponentielle. Alors, que nous ne le voyons pas, on va y arriver. Ça, c'est en train de devenir un enjeu géopolitique. Bien. Alors, maintenant qu'on a défini un peu ce que c'est l'intelligence artificielle ou l'intelligence machine, les gens se disent, s'il s'agit de ça, l'Afrique est particulièrement en retard. Est-ce vrai ou pas? Je crois que il y a des signes positifs qui s'annoncent là, qu'on est en train de constater sur le continent africain. Mais à l'heure actuelle, il faut dire que l'Afrique doit s'investir beaucoup plus. Le retard est là, mais on peut le rattraper et on peut être un acteur géopolitique majeur en intelligence artificielle. Parce que quand vous voyez un peu ce que nous sommes en train de faire, l'Afrique n'investit $1 sur 100 annuellement dans le numérique, ce que d'autres appellent le digital. Et la consommation en bande passante mondiale du continent africain ne dépasse pas non plus 1%. Et pourtant, le continent dispose d'énormes potentiels pour se positionner. Le premier potentiel, c'est la jeunesse. Et ces jeunes n'ont pas de complexe. C'est des jeunes décomplexés, la jeunesse africaine, extrêmement talentueuse, qui veut seulement qu'on lui offre des opportunités pour avancer. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, vous savez que dans une ou deux générations, le continent sera l'un des continents les plus peuplés, le continent le plus jeune. Il l'est déjà aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, si vous, Monsieur Foka, vous avez une entreprise à Lagos et vous avez 200 000 clientèles ou 400 000 clientèles et 50 000 employés, comment est-ce que vous savez exactement, Monsieur Foka, que vous allez promouvoir tel ou tel employé sur 50 000? Eh bien, vous aurez besoin... Exactement, vous aurez besoin de ça. Oui, mais terre à terre, est-ce que l'intelligence artificielle telle qu'elle est pratiquée ailleurs, telle qu'elle est étudiée ailleurs, est identique en Afrique, Fatim Cissé? Est-ce qu'il n'y a pas une singularité africaine? L'intelligence artificielle en Afrique a effectivement accusé un certain retard, notamment qui est dû au manque de données, parce que c'est un système, comme le TCC l'a mentionné, qui se nourrit de grands volumes de données. Donc, étant donné que la plupart par exemple, des moteurs de recherche ne sont pas hébergés et exploitables en Afrique ici,
on accuse un certain retard dans tout ce qui est développement d'algorithmes hyper puissants qui permettent vraiment de développer des intelligences artificielles très, très poussées. Donc, effectivement, il y a un retard. Mais je pense que là où l'Afrique a une carte à jouer, c'est vraiment dans tout ce qui est utilisation de ces technologies-là. On l'a vu, les infrastructures sont encore à développer dans la plupart des pays. Et avec une inclusion, une digitalisation beaucoup plus poussée de certains processus, j'ai grande foi qu'on pourra améliorer le quotidien de nos populations sans avoir besoin forcément d'investir aussi massivement dans les infrastructures. Je donne un exemple concret. Quand on regarde aujourd'hui l'utilisation, par exemple, des routes, si on réussit à délocaliser certains processus, certains services à domicile, ou la livraison à domicile, par exemple, par des drones, etc., on aura une pression beaucoup moins forte sur certaines infrastructures telles que les routes, et ça nous permettra d'accélérer notre développement beaucoup plus rapidement. Donc, il y a un retard, effectivement, mais je pense qu'il sera comblé assez rapidement si on prend conscience donc de la nécessité d'investir dans ces nouvelles technologies-là. Alors, ma question était, est-ce qu'on doit avoir la même démarche que les Européens dans le développement des infrastructures ou dans la formation? Est-ce que les préoccupations sont les mêmes, par exemple? Là, je m'adresse à Moustapha Cissé. Alors, moi, je veux d'abord juste apporter un petit avis sur la question précédente, c'est-à-dire qui parlait du retard qui peut exister par rapport à d'autres endroits. Il me semble que, en ce qui concerne la recherche et le développement en intelligence artificielle, il ne s'agit pas là d'un jeu à somme nulle où certains gagneraient un prix ou d'autres perdraient. En fait, faire avancer la science et le développement, en ce qui concerne ce sujet en particulier, finira par être bénéfique à tout le monde. Et il me semble aussi que la nature unique des défis et des challenges que nous avons en Afrique fait que nous avons notre pierre à apporter à l'édifice que des chercheurs et des ingénieurs qui se trouvent dans d'autres endroits de la Terre n'ont pas l'opportunité de faire du fait de notre environnement. Et ça, j'en viens à votre question maintenant. La recherche en intelligence artificielle se nourrit de challenges et de problèmes qui sont indétachables et qu'on ne peut pas séparer de l'environnement dans lequel l'ingénierie et la recherche sont faites. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, une des applications phares de l'intelligence artificielle, c'est les voitures autonomes, les voitures qui roulent toutes seules, parce qu'ils ont des problèmes importants de mobilité, de transport, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez l'intérêt que les ingénieurs en Afrique et les chercheurs ont pour l'intelligence artificielle, c'est principalement pour la résolution de problèmes dans des domaines comme l'agriculture, comme la santé, etc. Parce que c'est là où se trouve le problème. Absolument. Et parce que nous sommes dans un environnement qui nous permet de voir ces problèmes-là que d'autres n'ont pas, nous pouvons appréhender la recherche et la conception de nouvelles solutions d'une façon que d'autres ne peuvent pas. En étant à l'intérieur, on comprend mieux les problèmes, on les touche du doigt. Donc, c'est mieux que ceux qui sont à des grandes distances, oui. Et donc, si on prend tout cela en compte, on se rend compte en fait que c'est important que la recherche et le développement en intelligence artificielle soient faits de façon distribuée et que tout le monde, bien entendu, appartienne à une communauté mondiale qui fait avancer cette science, mais aussi que les applications et la recherche et le développement se fassent localement. Et c'est ce que nous essayons de faire et de promouvoir ici. Donc pour cela, il y a bien entendu des prérequis dont j'espère nous aurons l'occasion de parler, parce que pour pouvoir récolter les fruits, en tout cas les promesses de cette technologie, il faut construire sur deux piliers. Et l'un des piliers, c'est la recherche. Aujourd'hui, je suis ici avec des collègues dans un centre de recherche en intelligence artificielle à Google, où nous travaillons à développer, à faire avancer des algorithmes que nous appliquons à des problèmes qui sont réels ici en Afrique, localement, au Ghana et en Afrique. Mais aussi, l'autre pilier important, c'est l'éducation. Vous avez sur votre on va parler de tout ça, on va parler de l'éducation, on va parler de la formation, etc., etc. Mais avant, j'ai envie de comprendre. Là, vous dites, si on fait de la recherche, il faut qu'elle soit à proximité, qu'on touche les problèmes auxquels on est confronté au quotidien. La santé et l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe déjà, on va dire,
des applications dans ce sens sur notre continent et qui sont développées par des Africains, Thierry Zumau? Je crois que, M. Foucault, les données sont en train d'être générées parce que ce que nous sommes en train de dire ici, il s'agit des données, des quantités de données. Et pendant un certain temps, la perspective africaine dans l'intelligence artificielle n'était pas là. Or, l'Afrique est un continent divers. Il n'y a pas de continent aussi divers que le continent. Ce que l'Afrique apportera à l'intelligence artificielle va aider l'intelligence artificielle à se développer. C'est pourquoi l'approche de l'Afrique culturelle, nos valeurs sont très importantes. Quand vous prenez sur le plan de la santé, il n'y a aucune région au monde qui soit génétiquement plus diverse que le continent africain. Et pourtant, les médicaments que vous et moi nous prenons jusqu'à présent sont fabriqués ailleurs. Donc voilà les recherches qui sont en cours maintenant, que j'appelle la perspective africaine dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire pouvoir fabriquer des médicaments qui soient réellement adaptés à la population africaine. C'est ça. Il y a votre organisme qui réagit à certains médicaments parce que là où ça a été conçu, les données qui ont permis à l'industrie pharmaceutique de les faire, ça n'a pas inclus. Là, c'est plus concret. Exactement. La deuxième chose que l'Afrique apporte à l'intelligence artificielle et pourquoi je crois que l'Afrique va mener la bataille de l'intelligence artificielle au XXIe siècle, c'est la diversité. Si vous descendez à l'aéroport de Osaka aujourd'hui, la machine au Japon, la machine la reconnaissance faciale, qui est un des trucs phares de l'intelligence artificielle, il y a de plus fortes chances qu'on vous mette à côté pour vous poser 2-3 questions supplémentaires que de mettre un blanc caucasien à côté. Cela veut dire simplement que les données, l'algorithme traite l'intelligence artificielle ne reconnaît que le caucasien, pas parce que on blâme d'autres. Et c'est là que la perspective africaine est très importante. Si nous voulons développer. Certains quand ils écoutent ça, ils sont plutôt rassurés en se disant ils vont pas me reconnaître, ça va très bien. Mais je vous entends, mais puisque c'est un outil, un système qui va révolutionner nos vies, il faut que nous ayons nos perspectives là-dedans. Donc, l'autre chose aussi, c'est en matière de compétition aujourd'hui dans les affaires, les industries qui vont vraiment adopter ces technologies, ces systèmes IA, intelligence artificielle, ils vont prendre le pas sur d'autres industries. Et donc, on va assister à un système de monopole, d'oligopole, qui va amener d'autres à sortir du marché. Et c'est pour ça que l'Afrique étant divers, l'Afrique étant le continent le plus jeune, qui va abriter, je dirais l'Afrique, l'avenir du monde, on a besoin de cette intelligence artificielle. La recherche est extrêmement importante. Et pour le moment, l'Afrique est en train d'investir au plus 1% de son revenu. C'est-à-dire que là, on comprend l'importance de la chose aujourd'hui, on comprend que c'est urgent. Est-ce que vous rencontrez des dirigeants qui sont plutôt ouverts à cela, qui ont compris les enjeux aujourd'hui, Fatim Cissé, et puis ça s'adresse aussi à Moustapha Cissé. Avez-vous le sentiment que nos dirigeants africains ont compris? Il y a une prise de conscience qui commence à se faire. J'interagis au quotidien avec pas mal d'organismes publics qui m'ont fait appel pour faire une réingénierie de leur schéma directeur afin d'inclure et d'anticiper au mieux les bouleversements que vont apporter ces nouvelles technologies-là. Ça reste insuffisant, mais une prise de conscience commence à se faire. Il y a un frémissement, en gros, c'est ce que vous voulez dire. Il y a un frémissement. On anticipe que ces technologies auront un impact important sur le futur de leurs organisations. On essaie de se prémunir et surtout on commence à chercher les bons interlocuteurs pour pouvoir être encadrés sur la question. Donc ça me donne bon espoir que une prise de conscience commence à se faire à ce niveau-là. Alors, la prise de conscience, où se manifeste-t-elle le plus aujourd'hui sur le continent? On va en parler dans la seconde partie du débat africain. On parlera des pays qui, finalement, sont des pays phares dans le domaine, et puis ceux qui traînent un peu les pieds. Et puis, où est-ce qu'on se forme? Lorsque les jeunes vous écoutent, ils se disent, où est-ce que je vais aller suivre cette formation d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il existe des centres sur le continent? Et dans quel domaine? Et puis, les agriculteurs, on a parlé d'eux tout à l'heure, se disent, en quoi peuvent-ils nous être utiles? On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Le débat africain, Alain Foucault. Elle est assurément l'un des éléments qui, depuis quelques années, a révolutionné le monde entier dans quasiment tous les domaines.
Et même si dans cette activité, l'Afrique, encore une fois, accuse un réel retard, elle est entrée dans nos cliniques, nos hôpitaux, dans nos universités, dans nos plantations aussi. Il faut dire que le continent représente un immense potentiel, le plus grand marché du monde en matière de data. Mais comment rattraper l'immense retard accusé par l'Afrique en matière d'intelligence artificielle? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'intelligence artificielle, avec plusieurs invités, des professionnels, des acteurs de premier plan. D'abord, Fatim Cissé, qui est experte en intelligence artificielle. Elle est formée à l'Université de la Singularité à la NASA. Elle est aussi administrateur général de Dux, une société spécialisée dans la commercialisation des applications d'intelligence artificielle. Elle est en direct d'Abidjan. Second invité de ce plateau, Moustapha Cissé, le directeur de Google Artificial Intelligence Research, le premier centre de recherche sur l'intelligence artificielle en Afrique, installé au Ghana. Il est également le fondateur, directeur du programme Master en machine intelligente au Rwanda. Il est en direct aujourd'hui de Dakar au Sénégal. Notre troisième invité, et pas des moindres, dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux, est Thierry Zoumaon, le PDG de l'Institut panafricain des sciences mathématiques. Il est également le fondateur et président du Next Einstein Forum, qui est certainement l'un des réseaux les plus étendus sur le continent, dont le forum se tient d'ailleurs en mars prochain à Nairobi, au Kenya. Rendez-vous très couru des professionnels et des officiels. Thierry Zoumaon est aussi le fondateur de Quifra Prize, dont on parlera un peu plus tard dans cette émission. Voilà pour notre plateau. Alors, dans la première partie, on a un peu défini ce qu'est l'intelligence artificielle et on se rend compte à quel point c'est dans notre vie de tous les jours, à quel point c'est important de développer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, sur le continent, avec le retard que l'on a accusé, il existe un certain nombre de dirigeants qui comprennent l'urgence à développer ce domaine-là, Thierry Zoumaon? Oui, Alain, ça, il faut le dire sans équivoque, nos dirigeants ont pris conscience. Tous? Et dans leur grande majorité. Enfin, ceux mêmes qui font semblant de ne pas le voir la réalité venir, sont en train de se rendre à l'évidence que ils ne peuvent qu'aller dans la même direction. Sur 3 points. Exemple concret, le plan des infrastructures. On ne peut pas développer l'IA sur notre continent sans les infrastructures. Fatima a parlé de ça. Il y a l'électricité. Nous sommes encore à 44% accès à l'électricité. Il n'y a que 2 pays sur le continent qui sont à 100% d'accès à l'électricité, l'Égypte et l'île Maurice. Et donc, deuxième chose, les échanges intra-régionaux. Et vous avez vu l'accord d'Azleka, la zone de libre-échange économique africaine. Exactement. Ça, c'est extrêmement important. Là, il y a une prise de conscience. Le deuxième niveau sur lequel nos dirigeants prennent conscience, c'est le développement des écosystèmes de sciences et d'innovation sur le continent. Vous avez un certain nombre de pays, le Sénégal, le Rwanda, le Kenya, qui sont en train de mettre en place des écosystèmes dans lesquels vous trouvez la recherche et le développement, la formation, le développement du capital humain. C'est très important. On parle beaucoup du Rwanda, oui. Un peu comme un pôle important dans ce domaine. Absolument, absolument. C'est un pays qui fait du progrès et vous les voyez tous les jours en matière d'énergie, sur le plan des infrastructures. C'est là que Ames a un des plus grands écosystèmes d'innovation. Et c'est là que, avec mon collègue Moustapha Cissé, nous avons lancé le premier Masters en intelligence artificielle. On va parler de formation tout à l'heure, après avoir parlé de cette volonté politique. Quand vous dites qu'il y a de la volonté politique qui se manifeste, Moustapha Cissé, là vous êtes au Ghana, est-ce que vous sentez qu'il y a, on va dire, des dispositions prises pour faciliter justement l'évolution ou la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle? Alors écoutez, moi, je suis un scientifique. Généralement, j'aime bien croire aux choses que je vois. Ce que je vois, c'est qu'il n'existe aucun pays africain qui investit 1% de son PIB dans la recherche. Et ce, malgré le fait qu'on l'a dit et répété, nous sommes le continent le plus jeune de ce monde. Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui. Je viens du Sénégal. Chez moi, les statistiques officielles disent que je suis plus âgé que 70% de la population. Ça veut dire que parmi les pays qui doivent investir dans la recherche, donc dans le futur, nous devrions être à la pointe de ces pays-là. Malheureusement, dans la recherche aujourd'hui, il faut constater et déplorer le fait que nos dirigeants n'investissent pas assez dans la recherche. 1%, oui. Ceci étant dit, on peut considérer effectivement qu'il y a une certaine prise de conscience, mais cette prise de conscience ne se traduira en impact réel que si des actions concrètes sont prises pour booster l'écosystème de recherche et de développement en intelligence artificielle, comme Fatim l'a dit plus tôt. Et nous ne voyons pas encore ça.
Alors, au Ghana en particulier, il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement, il y a une sensibilisation, ça existe dans d'autres pays tels qu'au Sénégal ou bien au Ouganda qu'on a mentionné. Mais ce que nous voulons, c'est de voir des actions concrètes et fortes dans cette direction, équiper nos chercheurs. En quoi ça consisterait ces actions que vous attendez? Alors, ça ferait une très longue émission si on discutait de ça, mais je peux vous donner juste des pistes. Oui, quelques pistes, oui. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, la façon dont on le conçoit, c'est on développe des algorithmes qui apprennent à partir des données, donc qui apprennent à partir de grosses quantités de données. Faire tourner ces algorithmes requiert des puissances de calcul assez importantes. Alors, ces puissances de calcul, ce n'est pas de la magie, ce sont des machines très puissantes qui coûtent très cher. Et la capacité, la puissance de calcul dont on dispose détermine la qualité des algorithmes qu'on peut produire. Aujourd'hui, très peu de pays sur ce continent ont investi dans l'acquisition de puissances de calcul conséquentes qui leur permettent de développer des algorithmes puissants pour analyser des données qui viennent du pays. Donc ça, c'est par exemple une piste de réflexion Alors, du coup, j'ai envie de poser la question de savoir si c'est si important et si c'est porteur, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des privés qui rentrent dans le jeu dans ce domaine-là? Des privés locaux, j'entends. Exactement, Monsieur Foka. C'est là où on ne peut pas que regarder nos dirigeants pour tout faire. Nos États ont des problèmes de trésorerie. D'ailleurs, même des États de grandes nations comme la France ont des problèmes de cash. Et donc, c'est pourquoi nous disons, il faut aussi que les scientifiques, nous qui sommes dans ce domaine, aussi bien opérations scientifiques, tout ça, dans les écosystèmes, il faut qu'on démontre en quoi l'intelligence artificielle, l'innovation scientifique est importante et peut contribuer à la transformation du continent africain. Parce que trop souvent, nous regardons aux leaders politiques, on dit, vous ne faites pas assez, mais on ne montre rien. Mais ça peut être un business. Exactement. Ça peut être un business. Absolument, c'est un gros business. D'ici 2030, Monsieur Foka, l'intelligence artificielle et les dérivés vont ajouter au PIB mondial 15 000 milliards de dollars. Quelle sera la part du continent africain? Ça, c'est un exemple concret. Deuxième chose, il faut des instruments de financement et d'investissement innovants. Le jargon public-privé ne suffit plus. Et donc, ce n'est pas seulement les États, il faut donc aller vers les partenaires privés. C'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de financer ça. Financer ça, exactement. Au niveau de l'Institut panafricain des sciences mathématiques avec les partenaires, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Ça va prendre du temps, mais la tendance est positive. Parce que vous ne perdez plus de temps à convertir les gens. Alors, lorsque vous dites ça, les jeunes se disent, ça a l'air très intéressant tout ça, où est-ce qu'on se forme? On sait très bien qu'aller se former à l'étranger, ça coûte extrêmement cher, déjà, si on a passé le cap des visas, parce que ça c'est aussi un frein. Comment on se forme? Celui qui est à Banfora, comme je le disais tout à l'heure, ou celui qui est à Bouaké se dit, ah, c'est formidable, l'intelligence artificielle. Mais quand il se tourne, il se dit, ça se passe où exactement? C'est sur Internet ou bien il y a des centres? Et j'ai envie de poser la question à Fatim Cissé. C'est une question qui me touche particulièrement parce que lorsque j'ai ouvert justement mon entreprise sur la question, j'avais beaucoup de sollicitations à ce niveau-là, au niveau des formations. Nous avons donc entrepris la création d'un centre de transfert technologique avec différents partenaires privés, incluant des grands groupes ici localement, qui vont vraiment se charger de sensibiliser et former la jeunesse à ces nouvelles technologies-là. Et surtout aussi, effectivement, comme on l'a mentionné, ces acteurs du privé-là, pour une meilleure prise en compte de la question dans leurs activités du quotidien. Donc ça, c'est une initiative portée par mon cabinet ici localement. Mais quand on regarde au Sénégal, il y a le Data Institute qui commence à naître. Il y a beaucoup de nouvelles initiatives au niveau de la formation ici en Afrique. Mais comme je dis, ces initiatives sont pour la plupart porté par le privé. Ça veut dire que le privé a commencé à comprendre l'intelligence et l'urgence. Absolument. Où se former, Monsieur Foka? Vous savez qu'il y a une science qui est à la base de tout ça. Il faut pas qu'on croie que l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui est là, dans l'air, et puis tu bondes. Il y a une science qui est à la balle, qui sous-tend tout ça, c'est les sciences mathématiques. Avec mon collègue Moustapha Cissé,
nous avons lancé le programme le Masters en intelligence artificielle. Et donc, AIMS, le Centre panafricain, l'Institut panafricain des sciences mathématiques, c'est un des endroits où on peut se former. Il y a peut-être d'autres. Il y a la faculté des sciences et maths de nos universités. Avoir une formation en mathématiques ne fait pas de vous un expert en intelligence artificielle, mais ça facilite les choses, justement. Et donc, aujourd'hui, et ça ne suffit pas, parce que le continent, c'est 1 milliard d'habitants. Dans 2 générations, c'est 2 milliards d'habitants. Donc, il faut beaucoup de programmes, comme le programme du Dr Cissé. Il faut beaucoup d'initiatives, comme le Centre panafricain des sciences mathématiques. Et ça interpelle la problématique d'investissement plus accru dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Vous savez, le 1% que nous investissons dans la recherche scientifique aujourd'hui sur le continent, seulement 20% vont dans les disciplines scientifiques. Et c'est pour ça. Le reste va où? Le reste va dans l'humanité, la littérature. Qui sont importants. Qui sont importants. On n'est pas en train de dire que c'est pas important parce que on peut pas remplir un pays que d'Einstein. Voilà. Il faut que le pays... Et justement, ça interpelle la problématique aussi du revers de la médaille de l'intelligence artificielle. Il faut pas le laisser seulement dans les mains des scientifiques. On va arriver au revers de la médaille, mais j'ai envie que les jeunes qui nous écoutent se disent, moi je peux me former à tel ou tel endroit. Alors Moustapha Cissé, quel est le profil de ceux qui peuvent se lancer dans cette aventure? Je suis un jeune étudiant dans un pays d'Afrique, j'ai envie de me lancer dans l'intelligence artificielle. Quel doit être mon cursus et où est-ce que je vais m'adresser? Alors, moi, j'ai suivi cet itinéraire, parce que en 2008, j'ai quitté mon Sénégal natal parce qu'il m'était impossible de poursuivre des études supérieures en intelligence artificielle, ce qui m'intéressait à ce moment-là. Donc, j'ai dû m'expatrier pour aller étudier en France, au Canada, etc. Et puis, aujourd'hui, je suis de retour sur le continent comme bon nombre de mes amis. Cela dit, c'est, comme vous l'avez souligné précédemment, c'est un itinéraire difficile parce que il faut avoir le visa, ça coûte très cher, etc. Et pour cette raison, en fait, il y a 2 ans maintenant, j'ai créé à l'Institut africain des sciences mathématiques le premier programme de master complètement dédié à l'intelligence artificielle en Afrique. Donc, nous avons commencé la première année à Kigali, au Rwanda. Cette année, nous l'avons étendu ici au Ghana. Nous avons déjà formé dans notre première cohorte une 40aine d'étudiants. Aujourd'hui, ces étudiants travaillent partout dans les plus grandes entreprises dans ce monde. Ils sont à Facebook, à Google, à Qualcomm. Certains ont créé des entreprises ici en Afrique. D'autres sont revenus à l'Institut africain des sciences mathématiques pour nous aider à former de nouveaux étudiants. Donc, c'est un programme très populaire. Cette année, nous avons reçu 7000 candidatures. 7000 candidatures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que un littéraire, dans mon style un peu plus jeune, peut aspirer à rentrer dans votre centre? Ou bien, ils doivent oublier, c'est seulement les matheux? Alors, il y a 2 choses ici. Donc, il y a d'une part le centre de recherche à Google, qui est ma première casquette. L'autre chose, c'est le programme de master. Donc, pour le programme de master, nous formons des personnes qui sont susceptibles de devenir des ingénieurs ou des chercheurs en intelligence artificielle. Et les fondements mathématiques, comme l'a si bien dit Thierry précédemment, sont très importants pour pouvoir accéder à ce programme. Parce que ils y apprennent de l'algorithmique, ils y apprennent de l'apprentissage machine, etc. Et tout ça requiert une base mathématique assez importante. Donc malheureusement, une telle formation ne serait pas ouverte pour une personne qui n'a pas ces fondements mathématiques. Cela dit, si vous êtes littéraire, les voies de la réflexion vous sont aussi ouvertes sur les problématiques qui touchent à l'intelligence artificielle, parce que c'est une réalité de notre société aujourd'hui qui requiert l'investissement intellectuel d'un public divers, des mathématiciens, des informaticiens. Bon, ça c'est gentiment dit pour que nous nous énervions pas en nous disant bon, les littéraires n'ont pas de place, etc. Je vais vous dire pourquoi c'est pas juste une gentillesse. Vous savez, lorsqu'une science a un pouvoir de transformation aussi important sur la société, il se pose des questions purement épistémologiques. Et ces questions-là, la plupart des mathématiciens ou des physiciens ou etc. Ne sont pas ceux qui vont répondre à ces questions-là, même s'ils doivent faire partie du débat. Donc tout le monde doit réfléchir à ces questions-là, y compris les littéraires. Thierry Soumaon. Oui, à l'Institut, juste pour ajouter, à l'Institut panafricain des sciences mathématiques, nous nous préparons avec certains partenaires, l'Université
l'université de Pretoria et l'école de commerce de St. Antonio à Johannesburg a lancé un programme pour des gens comme vous, pour des littéraires, pour des patrons d'entreprise, pour des cadres moyens dans l'administration qui n'ont pas à la base une formation en sciences et mathématiques, a lancé un programme de formation à la carte. Ça ne fera pas d'eux des experts, mais au moins ça fera d'eux des gens qui sont avertis des enjeux liés à cette technologie, aux données. Donc, nous avons des formations en sciences des données qui ne font pas de vous un académicien ou un professeur, mais vous pouvez prendre ces cours, avoir un certificat, pouvoir lire un peu un document qui parle des données, du traitement des données. Et donc, nous allons le lancer très prochainement en Afrique du Sud, au Sénégal et au Kenya. Il faut que peut-être dans les cursus aujourd'hui, l'on mette un accent particulier sur les mathématiques pour que ce ne soit pas toujours la matière rébarbative qui fait peur. En fait, c'est ça. Vous avez touché le point, c'est que nos systèmes éducatifs doivent être repensés. Il ne s'agit pas de faire de simples réformes, mais que ces systèmes soient complètement transformés. Les curricula, les programmes, la pédagogie d'enseignement. Il y a beaucoup de générations de génies qui ont été aliénés simplement parce qu'on a eu de très mauvais professeurs de mathématiques et de sciences. Et aujourd'hui, vous avez des économistes qui enseignent les maths, des socio-anthropologues qui enseignent encore les maths. Et parce que la masse critique, il nous faut le développer. Bien. Alors, tout à l'heure, on parlait des travers. Là, on parle de données. Depuis tout à l'heure, on dit on collecte les données. On se dit, en fait, on est en train de nous fliquer tous. Est-ce qu'il n'y a pas un danger avec cette intelligence artificielle qui court? Fatim Cissé? Oui, c'est un peu l'appréhension, je pense, la peu répandue au niveau de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, cette question demande d'être prise en compte par les États. Et il faut justement comprendre en tant qu'utilisateur à quoi vont servir les données collectées pour pouvoir se prémunir. Mais on n'a aucune maîtrise dessus. Chacun collecte les données qu'il veut. Hier, il y a quelques jours, on faisait une émission sur Tinder qui collecte des données extraordinaires parce que c'est gratuit et les gens se laissent aller dessus. On peut utiliser ça contre les uns et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai danger ainsi que l'on soit recolonisé avec toutes ces données qui se baladent un peu partout dans le monde, Thierry Zouma? Moi, je crois que l'appréhension est justifiée sur un certain nombre de points. C'est vrai qui collecte les données, qui possède les données, qui a accès aux données, c'est extrêmement important. Et c'est là l'aspect géopolitique, de politique économique de l'intelligence artificielle. Deuxième chose, l'Institut McKinsey nous dit que dans cette décennie, à cause de l'intelligence artificielle, il est projeté que 14% de la main-d'œuvre mondiale soit perdue. C'est-à-dire 374 millions de personnes vont perdre leur emploi. Cela ne veut pas dire, je ne crée pas l'Armageddon. Donc, nous savons que les technologies ont toujours été... il faut se convertir. Il faut convertir, exactement. Voilà. Mais là où le problème se joue, c'est que les entreprises ne vont pas reconvertir les employés à leurs frais. Donc, les États vont devoir intervenir. Le deuxième danger, on l'a évoqué tantôt, c'est la compétition et les oligarchies. Les entreprises qui ont déjà pris le pas, les Amazon, Google, Baidu, Alibaba, tout ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, Amazon a 46% du commerce en ligne. Si vous êtes un petit commerçant en ligne, alors vous perdez beaucoup de choses si vous n'embrassez pas cette technologie. La diversité pour finir. Et c'est très important, ça c'est le danger. Si nous ne sommes pas proactifs, ça va accentuer la discrimination. La discrimination va être très très forte. Là justement, nous arrivons au terme de cette émission et j'ai envie qu'en quelques mots, on parle du Next Einstein Forum qui se tient dans quelques semaines à Nairobi. C'est quoi exactement le Next Einstein Forum qui devient de plus en plus couru et qui est devenu un rendez-vous important? Le Next Einstein Forum, c'est le plus grand rendez-vous des sciences et de l'innovation qui se tient sur le continent africain. Et donc, à Nairobi, du 10 au 13 mars 2020, cette année, nous attendons environ 4000 scientifiques du monde entier, des prix Nobel, des chefs d'État, des patrons d'entreprises. Mais vraiment, le zoom sera mis sur les jeunes scientifiques africains âgés de moins de 42 ans qui sont en train de faire des découvertes, des technologues
Et donc, nous voulons lancer ce que d'aucuns déjà commencent par appeler le prix Nobel africain, qui s'appelle le Kifra Prize, un prix $1 demi-million dans 3 secteurs, les sciences mathématiques, la technologie et l'innovation. Nous serons sur place à Nairobi, on l'espère, pour en parler. Vous êtes invité. Merci Fatim Cissé, merci Moustapha Cissé, merci Thierry Ousmahon d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. En 2019, il vous